Et salut YouTube, merci d'être là, merci pour tout votre soutien, merci aux personnes qui commentent, merci aux personnes qui lâchent des petits pouces en l'air. On est 40 000 40 000, c'est incroyable, merci beaucoup pour toute la force que vous envoyez à la chaîne ces derniers mois, c'est exceptionnel, ça me touche vraiment du fond du cœur. Aujourd'hui, j'espère que vous aimez le cuir, la sueur et les jeans trop serrés parce qu'on va parler métal, et même du plus grand festival de métal du monde, le très français, le très coûteux, le très polémique Hellfest. Alors le Hellfest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un festival où des gens payent 340 € pour dormir dans une tente quechua, chier dans des toilettes chimiques, boire de la bière tiède à 9 € la pinte et regarder des cadres en burn-out, essayer de retrouver leur adolescence en portant des vestes à patch, en faisant des courses de caddie et en criant très fort « Apéro !» comme si ça pouvait réparer 20 ans de mauvaises décisions, un job dans les assurances et un divorce. Mais bien sûr, le Hellfest, c'est aussi de la musique. Et quelle musique! Pensez à un vieux chanteur, un vraiment vieux, vraiment très vieux chanteur, un presque mort. Eh ben, il sera là. Rob Halford et Billy Byford, 74 ans, Klaus Meine et Alice Cooper, 77 ans, au Hellfest, les padés sur scène. On vous promet l'énergie d'une maison de retraite devant Vivement Dimanche, et si ça ne suffit pas, on a mieux. Vous vous rappelez ce groupe Has-Been qui a pondu 2 tubes et demi quand vous aviez 17 ans et dont on n'a plus jamais entendu parler depuis? Eh ben lui aussi, il sera là. Enfin, un de ses membres sera là, celui qui n'est pas mort, celui qui n'est pas en désintox, celui qui avait un bon avocat et qui a gardé la propriété du nom du groupe quand le groupe a splitté, et vous pouvez lui faire confiance. Accompagné de 3 musiciens de studio recrutés par un tour manager sans âme, ils vous joueront leur seul et unique tube presque aussi bien qu'un groupe de lycéens devant une pizzeria à la fête de la musique. De toute façon, vous ne verrez pas la différence puisque vous les regarderez de très loin sur un écran géant entre 2 files d'attente pour pisser dans un conteneur à urine en plein cagnard. C'est ça la magie du Hellfest. Et pour seulement 340 € le ticket d'entrée, juste le ticket de festival le plus cher de France, une broutille pour pouvoir sentir une fois par an que vous êtes encore un rebelle. Et puis, soyons honnêtes, ce sera de l'argent bien dépensé, hein. Vraiment, vous pouvez faire confiance à Ben Barbeau, le fondateur et président du Hellfest, pour penser à votre argent. En fait, il y pense tout le temps. Après tout, il a été condamné en 2023 par le tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon pour abus de confiance après avoir détourné 300 000 € des caisses du festival à ses fins personnelles. C'est dommage, tout cet argent ça aurait été super pour créer quelques CDI et salarier des gens au lieu de reposer sur le travail gratuit des 6000 bénévoles qui permettent au Hellfest d'exister. Je rappelle que sur ces 6000 bénévoles, 80 d'entre eux, au moins surnommés les Warriors, arrivent sur le site début mai et restent parfois jusqu'à 2 mois sur place à bosser sans gagner 1 €. Oui, mais attention, ces 2 mois de travail gratuit, ça leur fait une belle ligne de CV. Je cite un article de Ouest France où un représentant du Hellfest explique: être warrior, c'est une référence. C'est aussi un premier pas vers la professionnalisation. Beaucoup d'anciens sont devenus salariés au Hellfest ou intermittents. Mais vous savez ce qui serait super, les gars? Salarier le début, salarier les gens qui travaillent 2 mois pour vous gratuit dès le départ. Comme ça, ils auront la belle ligne de CV et en plus de l'argent pour manger. Surtout que ce système, il existe depuis 2009. Sauf qu'aujourd'hui, le Hellfest, c'est un chiffre d'affaires de 50 millions € par édition. Donc, faudrait peut-être commencer à faire ruisseler un peu ça sur les gens qui permettent aux éditions d'exister. Mais évidemment, on n'est pas là pour chier sur le Hellfest et parler de gestion comptable parce que le vrai problème du Hellfest, il est bien pire que ça. Il est bien pire que les billets trop chers et les 300 000 € détournés par Ben Barbeau. Il est bien pire que les gens qui travaillent gratuitement. Non, c'est quelque chose de bien plus sombre. Mais pour bien comprendre, ça demande un peu de contexte, ça va demander de remonter dans le temps et de parler notamment de black metal. Nous sommes en 1992. François Mitterrand est président en France et les télés jouent Mariah Carey et Michael Jackson en boucle. Et quelque part en Norvège, des jeunes désœuvrés sont en train d'inventer un style de musique vraiment, attention, vous n'êtes pas prêts, très radical. Un métal froid, désespéré, obsédé par le satanisme, au son crade, comme s'il avait été enregistré dans une cave sur un magnétophone cassette, ce qui est en fait souvent le cas. Les morceaux sont généralement enregistrés n'importe comment avant d'être diffusés sans aucun mixage à une fanbase de puristes. Ce mouvement, il est rapidement surnommé le True Norwegian Black Metal, ou plus simplement le black metal norvégien. Alors, soyons honnêtes, si certains groupes comme Mayhem et Emperor se font quand même une belle réputation assez rapidement, ça reste tout de même très local. C'est une scène underground, très underground, qui a du mal à décoller hors de son microcosme. Et en même temps, c'est une musique qui fait pas vraiment de concessions envers l'auditeur. Moi, personnellement, c'est un style musical qui me plaît bien en termes de composition et de construction musicale, mais c'est vraiment très vénère. Ça n'essaye pas de te faire plaisir. Il n'y a pas envie de mettre une petite ligne mélodique pour te rassurer. Rien n'est fait pour assurer le succès de ce son. L'idée, c'est vraiment de proposer la musique la plus brute,
la plus sans concession possible. Et du coup, ben, ça plaît, mais à des puristes, à des gens qui sont à fond dedans et tout. Et ça aurait dû s'arrêter là, quoi. Des gamins qui inventent un style un peu chelou, quelques poseurs qui viennent à des concerts persuadés d'avoir trouvé l'avant-garde de l'avant-garde, des gens qui aiment bien et qui sont là pour se faire plaisir, mais grosso modo, une petite scène tranquillou qui fait sa vie dans son coin, un peu comme la noise ou d'autres styles un peu extrêmes de musique. Sauf que les choses, elles vont complètement dégénérer, mais pas à cause de la musique. En fait, si le black metal norvégien est entré à la postérité, c'est pour absolument tout sauf la composition de ces morceaux, c'est pour une série de faits divers. Je préviens, c'est ultra chaud et c'est très glauque. Mais il faut absolument qu'on en parle, pas par voyeurisme, mais parce que c'est ça qui va nous permettre ensuite de vraiment réfléchir à ce qui se passe autour du métal, du Hellfest, etc., etc. Donc on va revenir sur une série d'événements qui ne sont pas infortunés, mais qui sont très glauquissimes. Et vous allez voir, c'est chaud, hein. Ça commence sur scène. Lorsque Dead, le chanteur du groupe Mayhem, qui est donc un des groupes fondateurs du black metal norvégien, si ce n'est le groupe qui va vraiment donner sa texture et sa couleur à l'intégralité du mouvement, le chanteur du groupe Mayhem, Dead, va commencer à s'automutiler pendant des concerts avec des tessons de bouteilles. Une pratique qui va l'envoyer régulièrement à l'hôpital et qui n'est que, en fait, la pointe d'un effondrement psychologique assez violent. Malheureusement, ça va pas du tout inquiéter les autres membres de son groupe qui vont même trouver ça un peu cool. C'est horrible à dire, mais on a des preuves que pour eux, ça faisait un peu radical extrême et du coup, ils n'étaient pas du tout dans une démarche d'accompagnement de leurs potes. Ils vont rien faire pour aider Dead et du coup, le chanteur de Mayhem va malheureusement finir par se suicider le 8 avril 1991 en se tirant une balle dans la tête. C'est un détail qui va être très important pour la suite. Je vous le redis, je vous dis pas tout ça pour le plaisir du Glock. Le corps de Dead va être trouvé par Euronymous, le guitariste et leader du groupe Mayhem, qui découvre le corps. Euronymous, c'est un personnage central dans la scène black metal. C'est lui qui va vraiment structurer le black metal. C'est lui qui va créer toute la mystique autour et qui va, au début, vraiment concentrer toute la scène autour de sa personnalité. Et Euronymous, donc, il va arriver chez Dead et il va trouver son corps. Et là, on va faire un petit jeu. Alors, c'est le jeu pour savoir si vous avez la mentalité d'une énorme merde. C'est une question avec 3 réponses possibles. On va voir comment vous répondez. Vous arrivez chez un de vos amis et il est mort. Vous faites quoi? 1. Vous fondez en larmes, saisi par la tristesse. 2. Vous appelez la police et les secours. 3. Vous foncez dans un magasin pour acheter un appareil photo, prendre une photo du corps avant que la police arrive pour pouvoir la mettre sur la pochette de votre prochain album et capitaliser ainsi sur la mort de votre ami pour vous faire connaître. Je vous laisse deviner. Alors, question, réponse 1, réponse 2 ou réponse 3? À votre avis, laquelle est la bonne? Je vous avais dit trigger warning, hein. Vraiment, c'est un enfer. Hein. Vraiment, c'est un enfer. Hein. Euronymous, il va trouver que la 3e réponse, elle est quand même vachement stylée et il va donc courir dans un magasin du bas de la rue pour acheter un appareil et prendre des photos de son ami mort dans le but assumé qu'elles servent de couverture au futur album de Mayhem qui s'appelait Dawn of the Black Earth. Ce qui est ignoble, mais qui montre aussi une réalité du milieu du black metal qui va être assez importante pour la suite, qui est que derrière des discours un peu rebelles, anti-système, il y a surtout un ramassis de connards arrivistes, désespérés d'être des rockstars et vraiment prêts à tout pour se faire connaître. Ce dont témoigne d'ailleurs Necro Butcher, le premier bassiste de Mayhem, qui était donc un ami de Dead qui s'est suicidé et qui dit, je cite, Euronymous m'a appelé le lendemain, il m'a dit Dead a fait un truc vraiment cool, il s'est suicidé. J'ai pensé mais t'as perdu la tête? Qu'est-ce que tu veux dire par cool? Il me répond détends-toi, j'ai des photos et tout. J'étais sous le choc, en deuil. Lui, il pensait seulement à comment exploiter ça. Un musicien de black metal de la scène de l'époque qui s'appelle Bard Atum, on reparlera de lui tout à l'heure, parce que c'est un énorme connard, disait d'ailleurs d'Euronymous que derrière le côté pseudo-maléfique sur scène, le type était surtout attiré par, je cite, le glamour et le showbiz. En gros, tout était prétexte à se faire connaître et à gagner du fric, même exploiter le suicide d'un ami. Et Euronymous va énormément exploiter le suicide de Death en faisant courir des rumeurs pour promouvoir le black metal et au final se faire un max de fric, parce que lui, il gère à la fois un label de black metal, une des seules boutiques au monde qui vend des articles liés au black metal, et il est à la tête donc du groupe Mayhem, qui est un des gros groupes du mouvement. Donc dès qu'on parle du mouvement, ça lui rapporte. Et malheureusement, ça va un peu fonctionner parce que
toutes les légendes urbaines qui vont se constituer autour de ce suicide, et ça va hyper loin. On parle de cannibalisme, soi-disant il prétend qu'il a récupéré des bouts de cerveau et qu'il les a mangés, il dit qu'il a récupéré des bouts d'os et qu'il les a offerts à certains musiciens. Certains musiciens disent que c'est vrai, alors on n'a pas la preuve factuelle, hein, personne n'a vu le bout d'os en question, mais certains musiciens disent bien que Euronymous leur aurait donné des bouts d'os du crâne de son ami mort, enfin un truc horrible. Et tout ça, en fait, ça a commencé à faire parler de la scène du black metal norvégien et à le faire sortir de sa niche. À l'international, il y a des rumeurs qui commencent à dire « Ah non, mais là-bas, c'est vraiment extrême, etc. etc. » Et du coup, malheureusement, comme un accident de voiture, ça va commencer à attirer une attention malsaine sur le mouvement. Mais le karma va rattraper Monsieur Euronymous. En gros, après l'affaire du suicide, la scène va avoir tendance à se radicaliser. Parce qu'Euronymous, il construit une légende, mais les nouveaux qui arrivent, cette légende, ils ont un peu tendance à y croire. Et il va y avoir notamment des incendies d'églises qui vont se multiplier à travers la Norvège. On parle quand même d'une 50aine d'églises brûlées. Et en fait, une partie des églises sont brûlées par des fans de black metal qui sont mindfuckés par l'idéologie du mouvement et qui croient juste premier degré à toutes ces conneries de satanisme et tout. Et une autre partie, c'est des musiciens de la scène qui veulent en fait se faire un nom et une réputation dans le milieu à leur tour en ayant un truc un peu choc à mettre en avant. Et parmi eux, il y a un certain Varg Vikernes qui va même jusqu'à la fois brûler une église, il va être condamné plus tard pour ça, donc on sait que c'est lui qui l'a fait, mais aussi mettre la photo de l'église qu'il a brûlée en couverture d'un de ses albums. Donc vous voyez, la violence est instrumentalisée au service d'une, d'une démarche commerciale. Euronymous, évidemment, lui, quand il voit Varg Vikernes faire ça, il se dit « Ah, c'est intéressant, il y a quand même un bon coup de pub. » On sait qu'apparemment, lui, il n'avait pas grand-chose à voir avec ces incendies d'église, mais il se dit que ça pourrait permettre de faire encore plus parler du black metal, de donner encore une image plus radicale, et donc aussi de se faire plus de sous. Et donc, il va recruter Varg Vikernes comme bassiste dans son groupe Mayhem pour renforcer son image extrême, et il va même faire organiser une interview de Varg par un journal norvégien où Varg va se vanter des incendies, le but étant, selon Varg Vikernes, je cite, de promouvoir le black metal et d'attirer plus de clients chez Helvet, le magasin de disques dédié au black metal que venait d'ouvrir Euronymous. Donc à nouveau, l'objectif c'est l'argent, la fame, l'argent. C'est intéressant ça, parce que moi avant de travailler dessus, j'avais vu beaucoup de choses sur le black metal, mais surtout un côté c'était des puristes qui croyaient à fond à ce qu'ils faisaient, patati patata. Et en fait, quand tu creuses les dessous de toutes les violences et les trucs horribles qu'ils ont fait, tu te rends compte que globalement, non, c'est des mecs hyper arrivistes qui sont dans une démarche vraiment cynique, quoi, de thunes. Tout l'objectif donc de ces gens du black metal, c'est la fame, l'argent, la fame. Et malheureusement, c'est ce qui va exactement causer la mort d'Euronymous. Alors, on ne sait pas exactement si c'est la fame ou l'argent qui va amener son meurtre, mais en tout cas, c'est l'un des deux, puisqu'en 1993, Varg Vikernes va assassiner Euronymous de 23 coups de couteau. La raison reste assez floue, mais les deux théories principales, c'est que soit Vikernes était jaloux de la célébrité d'Euronymous et voulait devenir plus célèbre que lui, soit que Vikernes considérait qu'Euronymous, lui, ne donnait pas assez d'argent, mais au final, le résultat, ça a été Euronymous au cimetière, Vikernes en prison pour 16 ans, et le black metal qui explose grâce à sa nouvelle réputation de style le plus extrême de la musique. Et malheureusement, ça va plaire, quoi. Rendez-vous compte, on y tue des gens, voilà de quoi faire bander tous les petits blancs boutonneux en mal d'émotions fortes, et donc le style va commencer vraiment à exploser. Les légendes qui, au départ, ne tournaient que dans la scène locale norvégienne vont commencer à se répandre sur Internet, les bootlegs, les différents CD et tout vont commencer à circuler dans des versions plus ou moins pirates, et le style va devenir totalement culte, pas du tout en raison de sa musique, qui aurait pu être intéressante, il y avait des propositions musicales, pourquoi pas, mais en raison en fait de la violence qui accompagne le mouvement, et une réputation qui va en plus être renforcée par deux autres meurtres commis par des acteurs majeurs de la scène, deux meurtres homophobes, le premier commis par Bard Eytum, dont je parlais tout à l'heure, donc qui est le batteur du groupe Emperor, et qui est à ce moment-là, donc Emperor, c'est le deuxième plus gros groupe de la scène black metal norvégienne après Mayhem, et en gros, Bard Eytum, il va poignarder à mort un homme gay dans un parc en 1992, meurtre qu'il avouera 2 ans plus tard en 1994, donc juste un an après le meurtre d'Euronymous, ce qui va évidemment alimenter l'image extrême du black metal. Et on va avoir un deuxième meurtre plus tard, lui qui va avoir lieu en 1997, qui est donc commis par John Nordveit, le chanteur et guitariste du groupe de black metal Dissection, qui va assassiner de 2 balles un homme gay, ce qui lui vaudra une condamnation à 10 ans de prison. Et tout ça, vous allez voir, ça a un lien totalement direct avec le Hellfest, je vous en parle pas pour le plaisir. En fait, avant de s'appeler le Hellfest, le festival s'appelait le Hardcore Fury Fest et était déjà organisé par Ben Barbeau. Donc Ben Barbeau, président du Hellfest, fondateur, qui a détourné 300 000 €, ce que j'expliquais tout à l'heure.
Et dès 2005, qui est-ce qu'on trouve à l'affiche du Fury Fest ? Dissection et son chanteur John Nodvite, donc le type qui avait assassiné un homme gay de 2 balles et qui venait alors tout juste de sortir de prison. Et à quoi ça ressemble donc ce concert d'un meurtrier homophobe ? Eh ben, j'ai trouvé le récit d'un blogueur de l'époque qui raconte son choc face à la foule attirée par Dissection, je cite « Alors que la foule habituelle d'un fest métal ressemble à des métalleux, celle de Dissection n'était composée que de crânes rasés, pantalons militaires et Doc Martens, une foule de nazis qui secouaient la tête. » Et oui, Jamy, quelle surprise, le meurtrier homophobe était aussi un mec d'extrême droite dont la violence a attiré les mecs d'extrême droite. Waouh, le choc, hein. Parce qu'il y a un petit truc dont j'ai oublié de vous parler, tous les types du black metal dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était aussi des énormes fachos. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est littéralement Euronymous, le fondateur de la scène. Il déclarait dans une lettre, je cite, « Que ce soit Burzum, Mayhem, Emperor, Arcturus, Enslave, les formations norvégiennes de black metal sont toutes plus ou moins nazies. » Et ça se vérifie dans les faits. Déjà, sur les pages genre du groupe Mayhem, on pouvait trouver la Totenkopf, donc qui est la tête de mort utilisée par les SS, l'aigle du Troisième Reich, et à côté, 2 éclairs. C'était au cas où il y a un doute chez certains fans qui auraient peut-être pas été sûrs que c'était bien des nazis. Je signale que des patchs Mayhem t'en vois encore aujourd'hui portés par des gens régulièrement au festival métal. Hein. C'est quand même assez chaud. Ensuite, quand la police a arrêté Vikernes, donc le bassiste de Mayhem, pour le meurtre d'Euronymous, ils ont aussi trouvé 150 kilos d'explosifs et 3000 cartouches de munitions dans sa maison. Vikernes aurait déclaré que ces explosifs étaient destinés, je cite, à souffler la maison Blitz, un squad féministe antifa, anarchiste et communiste. Dans un entretien, Vikernes se qualifiera lui-même, je cite, de raciste, racialiste et même nazi. Oui, il est survivaliste en Corrèze, il vient en France, si jamais ça vous intéresse. Si jamais le survivalisme vous intéresse, lisez mon bouquin. Et si vous voulez savoir pourquoi les survivalistes font peur, sachez qu'en Corrèze, il y a Varg Vikernes, le type qui a assassiné quelqu'un et qui voulait faire exploser des féministes et des antifas avec 150 kilos d'explosifs. Il vit sa petite vie de survivaliste peinard. Hein. Revenons aux nazis d'ailleurs. Elhammer, le batteur du groupe Mayhem, avait aussi déclaré en interview « Je vais vous le dire ainsi, on n'aime pas les noirs ici. Le black metal est pour les blancs, je suis assez convaincu qu'il y a des différences entre les races ainsi que tout le reste. » Il avait aussi déclaré qu'il, je cite, « honorait Bard Heytoum pour avoir tué un homme LGBT qu'il qualifiait, je cite, de fiotte. » Alors excusez-moi pour utiliser les mots, mais c'est pour vraiment que vous compreniez comment parlent ces personnes et la mentalité globale de ce genre de groupe. Donc ça pue, Mayhem, horrible. Et qui est invité au Hellfest en 2008 ? Eh ben Mayhem. Et qui c'est le leader de Mayhem en 2008, vu qu'Euronymous est mort ? C'est Elhammer, le batteur. Donc je résume, là on a un groupe dont les actes fondateurs c'est le suicide d'un membre photographié par un autre, puis le meurtre d'un autre membre, un groupe à l'imagerie inspiré du nazisme, dont le nouveau leader déclare « On n'aime pas les noirs » en interview, et qui dit honorer le meurtrier d'une personne LGBT, et ce groupe, il joue au Hellfest. Et c'est pas arrivé qu'en 2008, non, c'était aussi le cas en 2011, en 2015 et en 2022. Et je précise bien qu'à chaque fois, c'était Elhammer à la batterie. Et d'ailleurs, en parlant de groupes problématiques, qui est-ce qui était invité au Hellfest en 2014 aussi ? Le groupe Emperor. Et qui est à la batterie ? Bard Heytoum, le batteur originel du groupe, qui avait poignardé à mort un homme gay dans un parc en 1992 de 37 coups de couteau. 37 coups de couteau. C'est donc clairement une vieille habitude pour Ben Barbo et le Hellfest d'inviter des personnes limite nazies et des meurtriers LGBT-phobes à venir jouer sur leur scène. Moi, je cancelle pas le métal, rien à battre, il y en a marre. Mais qui te demande de cancel le métal ? Frérot, on te demande pas de cancel le métal, on te dit va voir du métal, juste pas des meurtriers sur scène. Tu peux faire ça. Je veux dire, des gens qui ont assassiné un homme de 37 coups de couteau, c'est possible de pas les déifier, c'est possible de pas être là à vous astiquer le kiki en les regardant jouer de la batterie. Il y en a plein des batteurs. Le métal, vous pouvez écouter des tonnes de groupes. Il y a plein de groupes bien. Mais enlevez les nazis, les assassins, c'est pas dur. On va revenir sur les fachos parce que j'ai pas fini, vous doutez bien que la liste est longue. C'est d'ailleurs parce qu'ils avaient invité un type un petit peu trop à l'aise avec les idées nazies que le Hellfest a perdu ses subventions régionales en 2016. Le Hellfest, en effet, avait refusé de déprogrammer le groupe de sludge metal américain Damned, dont le chanteur Phil Anselmo avait fait un salut nazi sur scène en hurlant littéralement White Power. Il se trouve que sur cette affaire, j'en ai déjà parlé en live, il y a plein de gens qui disent que non, mais c'est pas arrivé, mais c'est des exagérations, on n'est pas vraiment sûr qu'il l'a fait, etc. et tout. Mais les enfants,
On a les images. On a les images et croyez-moi, c'est sans équivoque. Je voulais trouver la vidéo et on va la regarder. Et on va voir après si vous considérez toujours qu'il y a un doute, d'accord? On met la vidéo et vous me dites après si vous pensez que c'est défendable. On la met et on voit. Le monsieur avec le bouc crâne rasé, c'est Phil Anselmo, le chanteur de Dom, qui est donc filmé pendant un concert. It's been a pleasure having all of you here and all the awesome musicians. Ronnie James Dio, stand up and shout. Cancer Foundation. Est-ce que quelqu'un veut encore défendre Phil Anselmo? Il a fait littéralement un salut nazi et il a hurlé de toutes ses forces White Power devant un public manifestement très heureux d'entendre ça. Si des gens veulent encore me ressortir l'histoire de non mais on n'est pas sûr que c'est arrivé, etc. et tout, je voudrais vraiment votre explication quand même. Hein. Et il se trouve qu'en plus c'était pas son coup d'essai en fait à Phil Anselmo. Selon Winda Benedetti, une reporter du Seattle Post qui était allée à un concert du groupe Pantera en 2004, eh bien elle avait remarqué que Phil Anselmo avait un petit peu tendance à faire ça lorsqu'il était face à son public. Elle avait notamment témoigné qu'elle avait directement vu Phil Anselmo faire un salut nazi et crier White Power lors du Ozzfest de 2004. À l'époque, beaucoup de gens de la scène métal avaient refusé de la croire. Après tout, c'était une journaliste qui voulait stigmatiser le métal en racontant n'importe quoi. Et Phil Anselmo, il pouvait pas du tout être un raciste néo-nazi. Malheureusement, la réalité, elle lui a donné totalement raison. On a aujourd'hui la preuve que non seulement c'est quelque chose que Phil Anselmo fait sans aucun problème, et donc qu'en plus, c'est quelque chose qu'il faisait de manière répétée et habituelle dans ses concerts. Mais ça, c'est pas le genre de chose qui fait peur à Ben Barbeau, l'organisateur du Hellfest, puisque, après tout, quand on invite des gens qui ont fait des meurtres de haine, un petit salut nazi, une allégeance au suprémacisme blanc, ça va pas t'inquiéter. Et donc, Phil Anselmo a depuis été réinvité au Hellfest en 2017 avec son groupe de black metal qui s'appelle Scour, en 2019 avec son groupe The Illegals, en 2022 avec son groupe Dawn et en 2023 avec son groupe Pantera. Le mec est là quasiment tous les ans. Non mais on peut pas inviter, il y a personne d'autre, il y a pas d'autres groupes de métal, il y a que le vieux nazi qui crie White Power, il y en a pas. Comment vous voulez qu'on remplisse le Hellfest? C'est le plus grand festival de métal du monde. Vous imaginez bien que tous les groupes du monde se battent pas pour venir. Il faut qu'on fasse venir le vieux nazi qui crie White Power. Il est là tous les ans. Il est là tous les ans. Et en fait, on va être très clair, au Hellfest, la présence de nazis et de gens horribles ne dérange pas du tout la direction. Ils ont même littéralement booké des groupes full nazis plusieurs fois. Par exemple, en 2022, ils ont fait venir le groupe Take, T-A-A-K-E, je sais pas comment ça se dit, le groupe Take, dont les paroles sont profondément discriminantes et dont le chanteur est monté sur scène en 2006 avec une croix gammée peinte sur le torse. En 2011, ils avaient programmé le groupe Satanic War Master, mais sous pression d'associations et du public, ils ont fini par annuler. Alors la ligne de défense du Hellfest à l'époque donc de l'annulation de Satanic War Master, elle est juste incroyable. Je cite Yann Lenevé, l'un des organisateurs interrogé par 20 minutes. Certains spectateurs nous ont averti que le chanteur de Satanic War Master avait des sympathies national-socialistes nazies. Il avait en effet quelques textes un peu louches. En y regardant de plus près, on a vu qu'il faisait aussi partie d'un groupe parallèle, aux paroles beaucoup plus explicites. J'adore parce que en les écoutant, on se dit ah ouais mais ils pouvaient pas savoir, c'est des paroles dans quelques chansons, ils les ont peut-être pas entendues, c'est un groupe parallèle, etc. et tout. C'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. C'est impossible de pas savoir que Satanic War Master c'est des nazis. Le premier EP du groupe, il s'appelle Gas Chamber, chambre à gaz. C'est le nom du premier EP du groupe. Ils ont un projet commun avec un groupe qui s'appelle Gestapo 666 et un autre avec un groupe qui s'appelle Aryan Blood, sans Arien. En 2006, ils ont fait partie d'une compilation qui s'appelle, je cite, Declaration of Antisemitic Terror, déclaration de terreur antisémite. Excusez-moi, comment tu peux ne pas te dire que ces gens sont problématiques et que c'est des nazis ? Le Hellfest, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient en invitant ces gens. Il suffit d'aller dans leur discographie pour le voir. Il suffit de regarder avec qui ils font des chansons pour le voir. C'est pas subtil, c'est pas caché. Et donc, du coup, c'est complètement indéfendable. Et là, le Hellfest, ils n'ont pas pu maintenir le groupe et ils ont été obligés de rétropédaler, ce qui est quasiment la seule fois de l'histoire du festival où ils ont annulé un groupe sur vraiment une polémique par rapport au fait que ce soit des nazis, etc., etc. Donc voilà, on pourrait résumer ça. Le Hellfest est full problématique depuis le début parce que ses organisateurs sont full problématiques eux-mêmes. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et du coup, c'est pas un choc
que cette année, elle soit encore catastrophique. En fait, c'est la continuité de ce que fait le Hellfest depuis juste ses premières éditions. Ce qui nous amène d'ailleurs aux polémiques de cette année. Donc la plus grosse de ces polémiques, on va un peu s'attarder dessus, c'est la présence encore de Bard Heytoum, donc le batteur d'Emperor, qui est, je le rappelle, un meurtrier homophobe qui a poignardé à mort un homme gay parce qu'il était gay de 37 coups de couteau. Eh bien, Bard Heytoum, il est encore programmé en 2025 à jouer au Hellfest. Et cette fois, il joue donc avec son projet Blood Fire Death, qui est un hommage au groupe Bathory, pas avec Emperor, mais ça change absolument rien. C'est toujours un assassin homophobe qui se retrouve rémunéré, glorifié et mis en avant sur la scène par l'organisation du Hellfest. Un assassin qui n'a jamais exprimé le moindre regret pour ses crimes, c'est même tout l'inverse. En 1995, il déclarait, je cite, « Je lui ai ôté la vie et j'en ai payé le prix. Ce n'est pas grave, du moins pas à mon avis. » Et en 2002, il ajoutait « Je n'ai jamais vraiment songé à ce que j'aurais dû faire différemment. La vie est trop courte pour s'inquiéter de ses erreurs. » Je vais citer Tom Dare et Matt Rushton qui ont traité de la question de Bard Heytoum dans leur podcast Hellbent for Metal. En 2021, ils avaient fait un podcast dédié aux questions LGBTQ+, au sein du métal, et ils expliquaient pourquoi c'est absolument anormal d'inviter ce type. Je cite, nous croyons fermement à la réhabilitation, mais une partie de ce processus consiste à reconnaître ses actes et à chercher le pardon. Bard Heytoum n'a jamais fait ça. Tant qu'il n'exprime pas de remords ou qu'il ne s'excuse pas, l'inviter à jouer sur scène revient à cautionner ce qu'il a fait. Déjà, moi, je suis 100% d'accord avec ce qu'ont dit Tom Dare et Matt Rushton. Et si je suis 100% pour la réhabilitation des personnes qui passent par la case prison, je pense aussi que dans des cas aussi graves, même s'il y avait eu des excuses hyper sincères qui auraient, par exemple, reconnu le caractère LGBT-phobe de l'acte, la violence, des regrets vraiment profonds, etc. et tout, ça aurait quand même pas été normal de laisser un meurtrier comme Bard Heytoum sur scène. Ce n'est pas normal qu'on récompense économiquement et symboliquement un meurtrier en le laissant vivre une glorification publique pendant un concert. C'est totalement indécent. La réhabilitation privée, c'est une chose, mais la starification de meurtrier ou de violeur, pour moi, c'est non. Et je précise d'ailleurs que prétendre séparer l'homme de l'artiste, à mon sens, c'est une absurdité. Déjà, votre consommation de l'artistique, elle soutient directement l'homme derrière. Elle lui donne donc des moyens matériels et une position symbolique dont il va pouvoir faire usage. L'homme et l'artiste, ils ont le même avocat et ils ont le même compte en banque. Vous qui allez au concert d'un agresseur, ça peut permettre par exemple à cet agresseur d'utiliser cet argent que vous lui donnez pour par exemple harceler juridiquement ses victimes ou sinon utiliser sa visibilité pour imposer un récit médiatique mensonger et minimiser les violences qu'il a commises. Parce que soyons très clairs, tout le monde n'a pas le même accès à la parole publique et les agresseurs célèbres sont très forts pour imposer des discours qui silencient la parole de leurs victimes. Pire, moi je trouve que consommer l'œuvre d'un agresseur, ça participe même parfois, je pense, à maintenir cet agresseur dans une position où il va pouvoir continuer à perpétrer ces violences. Parce que souvent, c'est la célébrité même qui fait partie du système qui permet à l'agresseur d'agir. Un très très bon exemple actuel, c'est Till Lindemann, le chanteur de Rammstein, qui cible, donc on l'a appris dernièrement, le chanteur de Rammstein, qui cible son public directement. Je rappelle que le chanteur de Rammstein est accusé par une dizaine de jeunes femmes d'avoir mis en place un système pour repérer des fans assez jeunes dans ses concerts pour les amener en coulisses, les droguer et les violer. Till Lindemann, il était programmé au Hellfest cette année d'ailleurs, et du coup, l'inviter à jouer en concert ou venir à son concert, c'est pas juste lui donner de la visibilité, c'est aussi lui permettre en fait de perpétuer son système de prédation. C'est hyper grave. Donc séparer l'œuvre de l'artiste, pour moi, c'est un argument de merde. C'est une manière extrêmement lâche de ne pas assumer qu'on contribue au succès d'un agresseur en connaissance de cause. Et en plus, généralement, les personnes qui utilisent cet argument, moi je trouve qu'à la fin, elles ne séparent pas du tout l'homme de l'artiste. C'est absolument faux, puisqu'elles minimisent toujours la parole des victimes et la gravité des actes. En gros, elles espèrent racheter l'œuvre en innocentant l'artiste. Ce qui montre bien qu'au final, elles associent les deux. Suivez ma logique. En fait, ça se voit, je trouve, hyper bien si vous regardez la ligne de défense de Ben Barbeau, le directeur du Hellfest, interrogé par le Parisien sur la présence de Bard Heytoum, donc le meurtrier LGBT-phobe. Il a répondu, je cite, « Ce musicien a été programmé plusieurs fois au Hellfest sans que cela pose problème. Il a été condamné il y a 30 ans. Doit-on le bannir à vie de toute représentation artistique ?» Et en fait, quand il dit ça, lui, il sépare pas l'homme de l'artiste. C'est tout l'inverse. Il prend position sur l'homme et sur le meurtre qu'il a commis en disant que selon lui, selon Ben Barbeau,
ça va, c'est vieux, c'est réglé. Et il a fait la même chose en 2016 quand il s'est justifié d'avoir invité Phil Anselmo, donc le gars qui faisait des saluts nazis en criant White Power. À cette époque, Ben Barbo, il avait tenu une ligne de défense où clairement, lui, il sépare pas du tout l'homme de l'artiste. Je cite, on maintient la programmation. D'accord, Phil Anselmo, qui est venu à 7 reprises au festival, est un abruti total et un alcoolique notoire qui oublie que c'est un personnage public. Mais ça n'en fait pas quelqu'un qui a une idéologie puante. Ce n'est ni un raciste ni un antisémite. Et il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté à la musique. Là, on n'a pas quelqu'un qui nous dit « Oui, il a fait un salut nazi et crié White Power, ce qu'il fait apparemment depuis 2004, mais moi je m'en fous, ce qui compte c'est la musique. » Non, 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 on a Ben Barbo, donc président du Hellfest, qui dit « Non, mais Phil Anselmo, l'homme Phil Anselmo, il est alcoolique, donc il ne devait pas savoir ce qu'il faisait. » Puis il minimise l'acte, il dit c'est le dérapage d'un abruti, mais à la fin, c'est ni raciste ni antisémite. Et puis il a beaucoup fait pour la musique. Elle est où la séparation de l'homme de l'artiste là? Elle est inexistante. On a quelqu'un qui prend la défense d'un salut nazi et de quelqu'un qui crie White Power sans séparer l'œuvre de la personne. Il prend la défense de la personne. Et ça, du coup, ça va m'amener justement à ma conclusion. Au final, inviter des meurtriers, des personnalités d'extrême droite, des personnalités LGBT-phobes, en fait, c'est un acte politique, celui d'un festival qui ne se sent concerné par aucune oppression, qui ne voit donc aucun problème à mettre en avant ce qui les perpétue. Victor Martin, le secrétaire de l'association LGBT+, qui nous aime, nous suivre, a parfaitement résumé la chose dans une interview à Ouest France. Il a dit, je cite, Ben Barbo dit qu'il fait de la musique, pas de la politique, mais il donne sa vision de la société à travers cette programmation. Il fait le choix de mettre dans la lumière quelqu'un qui a tué un homme. Avant d'ajouter, qui peut croire que les personnes LGBTQIA+, puissent se sentir en sécurité dans un festival mettant sur scène le meurtrier d'une personne homosexuelle? Mais perso, je suis tout à fait d'accord avec ça. Évidemment qu'inviter des agresseurs, ça attire le public très particulier qui les glorifie. Je rappelle comment était décrit le public de Dissection en 2005, une foule de nazis qui secouaient la tête. Faire venir ce genre de gens, c'est tout simplement ouvrir la porte aux oppresseurs en interdisant aux opprimés d'exister. On pourrait parler de plein d'autres problèmes qui concernent le Hellfest, il y en a beaucoup trop, faudrait faire un live entier rien que par exemple sur le camping du festival et les témoignages de VSS qui s'y multiplient année après année. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Hellfest, c'est une énorme machine à pognon qui se fout complètement d'inviter des gens horribles depuis le début de son existence. Je vous laisse trancher si vous voulez boycotter ou pas. Maintenant, vous avez les infos, vous êtes grands, faites ce que vous voulez. Mais je voudrais quand même finir avec une phrase que je trouve très intéressante dans la défense de Ben Barbo. C'est une phrase qu'il a prononcée après l'affaire Phil Anselmo. Il a dit en interview « Si nos festivaliers nous avaient demandé massivement de boycotter Dom, nous l'aurions fait. » Et je sais pas si c'est vrai, mais honnêtement, force est de constater qu'ils ont décidé, par exemple, cette année de boycotter Marilyn Manson. Pas parce que c'est un violeur, ça, ils s'en foutent. Ils ont programmé Johnny Depp, Tommy Lee, Ronnie Radke et Tim Lambesis. Donc, Tim Lambesis, un gars qui a quand même fait 6 ans de prison pour avoir commandité l'assassinat de sa femme par un tueur à gages. Donc, clairement, les VSS, le Hellfest, ils en ont rien à foutre. Mais si le Hellfest se fout des VSS, le Hellfest se fout pas de l'argent. Et je pense qu'il y a un calcul bénéfice-risque dans leur programmation et qu'une pression vraiment forte, unanime et collective de la communauté du métal pourrait peut-être faire changer les choses. Parce qu'un mec qui détourne 300 000 € comme Ben Barbo, c'est un gars qui aime la thune. Il aime l'argent, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que la seule manière d'attraper ce genre de gars, c'est de les attraper par là où ça leur fait le plus mal, par le portefeuille. À bon entendeur, salut, faites-en quelque chose s'il vous plaît dans la communauté du métal. Merci beaucoup aux personnes qui ont regardé cette vidéo sur YouTube, vous êtes incroyables, vous envoyez balle de force. Je rappelle le Tipeee, il y a un lien juste en dessous de la vidéo, ça me permet tout simplement de continuer à faire mon travail en toute indépendance. Je rappelle que je ne fais aucune publicité et franchement un énorme merci pour la force que vous envoyez. 40 000 personnes sur YouTube, j'aurais jamais imaginé que c'était possible, ça me régale et je vous dis à bientôt, ciao.